Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir. Nous nous retrouvons ces prochains temps par écran interposé pour les circonstances que vous connaissez. Je vais tâcher de poursuivre le cours de manière habituelle avec tout le sérieux que vous me connaissez. Nous en étions arrivés en géographie au deuxième thème de géographie de l'année qui portait, je vous le rappelle, sur une diversification des espaces et des acteurs de la production. Un thème qui, je le sais, vous a tous fait rêver. Nous étions arrivés au deuxième chapitre qui portait sur la France, les systèmes productifs entre valorisation locale et intégration européenne et mondiale. Nous avions vu dans un premier temps la valorisation locale des systèmes productifs français, avec en premier point le savoir-faire reconnu, l'exemple de la cosmétique vallée de Chartres, et nous étions arrivés, avant que vous dussiez me quitter avec les larmes aux yeux, à la France, première destination touristique au monde. Vous avez vu une vidéo assez longue pour une des deux classes sur le tourisme viticole, si on veut. Pour l'autre classe, je vous demande de le regarder. Premier constat qu'on avait fait, la France développe aujourd'hui un tourisme patrimonial, c'est-à-dire que les secteurs traditionnels de l'artisanat ou de l'industrie sont mis en valeur, tels que le secteur viticole. Là, je vous renvoie à la vidéo que vous connaissez. Pourquoi parler de tourisme quand on parle de secteur productif français? Puisque c'est un des principaux atouts du pays. Avec près de 90 millions de touristes par an en France, c'est un des secteurs les plus importants de l'économie française. Les moyens de transport ont permis le développement du tourisme local, mais surtout international, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le tourisme international s'est beaucoup développé et il continue sur cette lancée. Les zones les plus émettrices et réceptives de ces mobilités étant l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. Qu'est-ce qui fait de la France la principale destination touristique du monde? Eh bien, la France a plusieurs atouts. D'une part, l'espace balnéaire, ça je l'ai déjà évoqué, et puis on a également les sports d'hiver. On a également le patrimoine culturel et historique. Par exemple, la Tour Eiffel attire 7 millions de visiteurs par an, Versailles en attire également 7 millions. En France, on a également le tourisme vert, c'est-à-dire le tourisme qui a pour objet la nature. Enfin, et non des moindres, le patrimoine religieux attire beaucoup en France, à la fois des visiteurs religieux français, puis des visiteurs religieux étrangers. Ça va être des touristes, ça va être également des pèlerins. Deux exemples, encore cette fois, Notre-Dame de Paris, jusqu'à l'année dernière, attirait 14 millions de visiteurs par an. En ce moment, c'est beaucoup moins. Lourdes également attire 6 millions de visiteurs par an, ce qui fait de Lourdes le principal centre de pèlerinage français et même européen. Et puis on pourrait citer également la tombe de Johnny à Saint-Barth. Les autres secteurs de l'économie peuvent profiter du tourisme. Outre le tourisme traditionnel que je viens d'évoquer, il n'est pas rare aujourd'hui de pouvoir visiter des productions locales agricoles, artisanales ou industrielles. Je vous invite maintenant à regarder un reportage sur l'alliance entre tourisme et industrie de pointe à travers deux parcs d'attractions, le Futuroscope et le parc Astérix. Notre succès touristique, nous sommes les champions d'Europe des parcs d'attractions avec 63 millions de visiteurs. Ces lieux de grands frissons ne cessent d'innover. Ils s'étaient déjà emparés du cinéma en 3D. Eh bien voici maintenant la 5e dimension. Yann Ovin, Bichente Akala et Dominique Paris. Mais Obélix, tu pourrais blesser quelqu'un. Oh non! Ce nouveau type de film, ça surprend. Ça amuse. Ça dérange parfois. Attention Menhir, la dernière attraction en 4 dimensions du parc Astérix. On se croirait vraiment dans la peau des personnages. Quand il y a le menhir, on croit qu'on va se le prendre. Il y a du vent, on sent les odeurs. C'était un bon moment. Avec les lunettes, ce Romain semble plus proche de vous. Mais ça, c'est de la 3D. Le plus, ce sont les sièges qui bougent. Le souffle, l'eau dans le visage
les lasers, pour vivre l'histoire encore plus intensément. Que d'habitude. Sur un court-métrage de 10 minutes, c'est clair qu'il faut quelque chose de très dynamique. Et donc d'ajouter la 4e dimension, c'est être moderne avec un personnage qui a 60 ans. Ce film, c'est 2 ans de travail, 300 personnes de la France au Canada. Pour créer les personnages en relief, Oh, bravo, idée fixe. Oh, bravo. leur voix, la musique interprétée par un orchestre symphonique, des centaines de tests pour synchroniser les effets avec les images, jusqu'à 1 semaine avant l'ouverture. Et ici, il y a un petit bloc qui va amener différents effets. On va sentir le souffle, évidemment. Et il faut savoir sacraliser les effets. C'est-à-dire que j'en ai pas en permanence, etc. Là, il y a un énorme effet devine l'odeur. C'est pas de la boue exactement. D'excréments, ok. Ouais, ça peut être ça. Il existe une quarantaine de cinémas dynamiques en France. La référence à la matière reste le parc du Futuroscope. Ici, ils sont déjà passés à la 5e dimension. Ce qui nécessite un casque de réalité virtuelle. T'inquiète, je suis tranquille. Là, vous êtes à la place du copilote du multiple champion du monde des rallyes, Sébastien Loeb. Ici aussi, des sensations de toucher et d'odeur. Cette dimension, c'est l'interactivité que chacun va avoir par rapport au film. C'est de regarder où je veux. T'avais l'impression que t'étais passager à côté de Sébastien Loeb. On ressent la vitesse. C'est passé trop vite, madame? Ah oui, trop vite. Avec une telle expérience immersive, le plus difficile reste peut-être d'accepter de revenir à la vie réelle. Que nous apprend cette vidéo? Tourisme et savoir-faire peuvent également être combinés. Ils sont combinés pour dynamiser les systèmes productifs locaux grâce à l'innovation qui est à destination ici du grand public. On innove pour que le grand public puisse avoir accès à de nouvelles attractions, que ce soit au parc Astérix ou au Futuroscope. Proche de Poitiers, le parc du Futuroscope est représentatif de cette recomposition. Il mêle tourisme de divertissement pur et technologie de pointe. Que peut-on dire en guise de conclusion, si vous voulez, pour cette première grande partie du chapitre? Eh bien, on peut dire que d'abord, pour préserver son industrie face à la concurrence des pays émergents, je vous rappelle que c'est l'enjeu de notre économie, la France mise aujourd'hui sur un savoir-faire reconnu dans le monde. Technologie de pointe, l'innovation, le luxe, etc. Elle mobilise des acteurs publics, l'État, les collectivités locales, pour renforcer la compétitivité de ces territoires. Qu'est-ce qu'un pôle de compétitivité? C'est une définition qu'il faudra maîtriser. C'est une association d'entreprises, de centres de recherche et d'établissements de formation qui sont encouragés par l'État à fonctionner ensemble. La France utilise aussi le système des labels qui certifient la qualité ou l'origine d'un produit. On va avoir un des labels les plus connus, l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée, et puis évidemment vous connaissez tous le label bio. Le savoir-faire local hérité du passé est donc un atout pour les systèmes productifs locaux et explique leur résistance à la désindustrialisation. Je vous donne la définition d'un système productif local puisque c'est aussi une définition à connaître pour ce chapitre. Ça désigne l'ensemble des PME, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises qui regroupent, certains le savent mieux que moi, moins de 250 salariés. Et ce système, il regroupe des PME d'un même secteur d'activité qui sont concentrés dans un milieu rural. On ne va pas parler de système productif local pour des entreprises qui sont à la ville. Le savoir-faire français, pour résumer, il est promu dans le cadre du tourisme, qui est un atout important de la France, et le pays entretient son image à l'international et il met en valeur sa qualité de vie, ses paysages, c'est ce qu'on va appeler le tourisme vert, son terroir, avec l'agrotourisme, l'exemple par exemple des chemins du vin, son savoir-vivre qui peut être imaginé mais qui quand même attire des étrangers. Le savoir-vivre, ça va être ici le luxe, la mode, etc. Les anciens secteurs primaires et secondaires sont ainsi mobilisés au service du secteur tertiaire via le tourisme, tout en étant tous les deux sujets à l'innovation pour rester compétitifs. Voilà, cette vidéo est finie. Elle concluait la première partie de notre chapitre. La deuxième portera sur l'intégration de l'économie française en Europe et dans le monde. C'est sexy, hein. J'espère que vous avez appris des choses et que vous êtes un petit peu consolés de ne plus venir au lycée. Je vous souhaite, d'ici la prochaine vidéo, une bonne suite de vacances de confinement. À bientôt.